encore l'espoir de trouver des cadavres, quoi. On aurait pu se lever plus tôt pour trouver des cadavres. C'est un bateau qui a coulé en 1883, tu vois, ça fait quand même plus d'un siècle. Et c'est vrai qu'on a notre Titanic à nous dans le Léman. Il y a eu une douzaine de victimes en tout cas. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission de Passe-moi les jumelles, une émission qui sera consacrée à l'aventure et des aventures très aquatiques, Benoît. Et tu sais que nos collègues de l'Illustré, puis une célèbre marque de montres depuis 4 ans, ont mis sur pied une bourse de l'aventure pour aider des jeunes et des moins jeunes à concrétiser leurs rêves. Alors on va commencer par une équipe de passionnés qui s'est mis dans la tête précisément de plonger au fond du Léman pour aller nettoyer ces épaves qui dorment maintenant depuis plus de 100 ans. Le Léman a ceci de particulier, c'est que c'est obscur, c'est froid, il y a des courants, t'arrives, il fait froid, t'as peut-être pas très l'envie. Mais quand tu sors de la flotte, t'es le roi du monde parce que t'as vaincu tous ces... Tu vois, t'as vaincu le froid, l'obscurité. Et puis, t'as le sentiment, au Léman, en tout cas moi, c'est que quand tu plonges, t'es dans un domaine où personne n'a été. Tandis qu'en mer, t'arrives dans des coins bien définis, bien précis, qui sont tapés par tous les plongeurs et t'as pas ce sentiment de découverte. Dans le Léman, tu sais que tout peut t'arriver, à un moment tu peux te casser la figure sur un truc que personne ne savait que c'était là. Tu vois. C'est rigolo, mais moi je voudrais pas me plonger quand même. Il n'y a pas de toi. Tu étais content de cette plongée, André? Magnifique, m'a fait plaisir. Elle a mérité, celle-là. Ouais. Puis D'accord. l'eau, ça allait encore, à la clarté. Oui, ça allait. Ouais. Ah, je m'attendais un peu mieux Ouais, par alors, rapport à ce que j'ai vu hier. Tu vois. Eh bien, pour moi, ça a commencé par la spéléologie. Très rapidement, sous terre, j'ai découvert l'eau qui avait fabriqué les grottes. J'ai voulu plonger pour aller plus loin. La plongée m'a amené au lac et à la mer. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'aller aux Caraïbes pour découvrir des choses extraordinaires. On avait des épaves dans le lac. Et ça m'a permis de concrétiser un très vieux rêve, nettoyer une épave. Attends, on ne voit pas sous l'eau, on sait où vous trouvez, hein? Salut Gilbert. Salut Dédé. Tu vas bien? Ouais, je peux prendre quelque chose avec vous. Apparemment, Alain, t'es pas seul à partager ton rêve, hein? Eh bien non, là on a Gilbert qui est l'inventeur du Rhône, donc le découvreur de l'épave du Rhône, qui était en fait un peu notre Titanic à nous, hein. Et puis André dit Dédé, qui a découvert l'Hirondelle. Alors l'Hirondelle, c'est un bateau qui a touché les rochers près de la Tour de Paix, il n'y a pas eu de mort, donc il a mis 1 mois pour couler pendant le renflouement. Une foule immense se porta sur les lieux.
Les plus indifférents étaient péniblement impressionnés à la vue de ce navire, si léger, si élégant, tristement couché sur son lit de roche, semblable à un guerrier blessé près de rendre le dernier soupir. Les abîmes du lac appelaient à eux l'hirondelle. Elle s'y engloutit pour jamais. Alors, naufrage, c'est con comme la lune. Je sais pas si tu connais la pointe de la bec, t'as un caillou qui est très apparent. Et puis, il y a une barque de pêche, des pêcheurs qui ont déboulé depuis la rive. Alors, pour la CGN, enfin, c'était pas la CGN, mais pour le capitaine de l'hirondelle, elle était masquée. Puis tout d'un coup, elle est arrivée devant l'étrave. Alors, pour l'éviter, ils ont serré la côte et ils ont tapé les récifs qui sont là. Et puis l'hirondelle a pris une bonne pêche là sur les cailloux, tu vois. Elle a pu s'échouer. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés. Alors ils ont débarqué les passagers, ils ont fait un petit transfert, tu vois, il n'y a pas grand-chose comme flotte à traverser. Et puis ils ont essayé de la renflouer. Alors d'où les radeaux. Les radeaux ont été posés, tu vois, à côté pour servir de point d'appui. Ils ont enlevé la chaudière, tout ce qui était lourd, les roues à eau, par exemple. Et puis la fameuse nuit qui précédait le jour où ils allaient au bassin de radeau, ils devaient la remorquer à Ouchy, parce que c'était déjà Ouchy, il est arrivé un ouragan fantastique. Et puis les vagues, ça a tout disloqué, et l'hirondelle a ripé sur son cul, tu vois, dans le petit vallon qu'elle a, en glissant en arrière, puis elle s'est envasée, l'arrière s'est envasée. Et puis, il a fallu 100 et quelques années pour que nous, on se casse la gueule dessus, tout à fait par hasard. Alors voilà, l'histoire des rondelles n'est pas plus compliquée que ça. Tu vois. Tu l'as trouvé par hasard, en fait. Hein. Tout à fait par hasard. On ne savait jamais qu'il y avait un bateau là, on était stupéfiés d'ailleurs. Bon, j'ai eu ce coup de bol, très fier. T'as vu mes poissons? Ils sont quand même là, mes Eniocus. Ils arrivent, hein? Tu peins depuis très longtemps, mais tu plonges depuis très longtemps aussi. Oui, ça va faire 40 ans. 1958. Et puis à l'époque, tu vois, la plongée, on était un peu des farfelus. On nous regardait de travers, on disait ils sont follow, mais on avait des bons contacts avec les riverains, les pêcheurs. Tu vois. Et puis maintenant, il y a tellement de plongeurs qu'il y a des barricades partout, on n'a plus le droit d'aller, on est des emmerdeurs. Je comprends un peu, tu vois, mais je regrette un petit peu, si tu veux, cet état d'esprit. J'ai cru que la plongée, ça se faisait jamais seul. Voilà encore une question. En effet, il est vrai. Mais quand tu as passé ta vie à enseigner, à te faire du souci pour les gars que tu prends sous tes ailes, eh bien, qu'est-ce que t'es content d'être un peu seul, puis d'écouter ta propre respiration. Alors, bonne plongée. Merci. Chaque plongée est une aventure. Ah oui, tout le temps. Une aventure, une passion. Tu vois. Il y a des plongées que j'ai faites, je sais pas, 20, 30, 40, 50 fois. En fait, tu cherches quoi quand tu plonges? Rien. Je cherche rien. Je cherche à me faire plaisir à moi. Et puis ça manque pas. Alors je vais te dire un truc. La plongée, c'est le seul sport où quand tu as reçu ta feuille d'impôt puis tu as ramassé une talquée, tu vas faire une plongée et tu y penses plus. Tu n'en as plus rien à foutre. Ça, je te dis, c'est vrai. Alors, ça veut dire que tu as tellement d'autres choses à penser, à regarder. Les impôts, on verra un autre jour. Tu y penses même plus. Tu as des soucis, tu fais une plongée, tu ressors, tu es relax. Ça, c'est bien.
pas trop vite. Le temps, il est où là? T'arrives à passer ton... Il faut prendre le mousqueton de la bouée. Hein? Alors là, si je pars avec un ordre. Hein. Là, t'assures. La semaine que je m'attends. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu rigoles. Mais j'ai même pas les petits de recharge. En fait, pourquoi est-ce que tu plonges depuis si longtemps? Est-ce que tu sais ça? Alors peut-être il y a quelque part en moi de cette attraction de voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Puisqu'en fait, lorsqu'on se trouve ici, il y a une surface brillante, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, il y a un attrait mystérieux, il y a l'attrait de l'inconnu, et puis c'est en fait un dépassement de soi. En plongée, même si vous êtes avec d'autres gens, vous êtes seul. Donc il faut déjà se supporter soi-même pour pouvoir plonger. Puisqu'en fait, on est en monologue avec soi-même lorsqu'on est sous l'eau. Ça fait combien d'années que tu tournes autour de cette épave? Sur l'hirondelle elle-même, ça doit faire une quinzaine d'années. C'est vraiment un travail d'équipe et il faut dire une chose, on n'est pas des professionnels. Ce sont que des passionnés en fait. On n'est pas pressé dans le temps. Puisqu'en fait, cette épave dort depuis 130 ans sous le lac. Elle peut attendre 2 ans ou 3 ans pour être finie de nettoyer. Alors le travail se passe de la manière suivante. Par équipe de 2, on travaille 15 minutes sur le fond. C'est très important ces 15 minutes parce qu'on est déjà profond, à 45 mètres de profondeur. Et puis on perd la notion du temps. C'est tellement passionnant de voir cette épave qui apparaît lorsqu'on nettoie que les gens oublient leur palier de décompression et le temps qu'ils sont en train de passer. Donc généralement, 15 minutes, on coupe l'air pendant 30 secondes. Et ensuite, on remet l'air. Si les gens veulent faire 5 minutes de plus, c'est leur problème. Ton travail, c'est assez pénible quand même, 45 mètres. Est-ce que tu as tout de même du plaisir? Il est où le plaisir? Alors, c'est pénible, c'est vrai, ça nous demande un effort. Souvent, l'eau est froide, c'est sombre. Mais le plaisir, il se trouve dans le fait déjà de participer à une aventure commune qui est unique. Et puis, le plaisir vient du fait que quelque chose qui était caché sous la boue, qui était caché vraiment, se met gentiment à apparaître, à revenir à la vie. La molette. Il y a le récit d'un pied lourd qu'il faudrait retrouver, c'est dantesque. Alors, il est, paraît-il, descendu le long de la falaise. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il n'y a pas de falaise avant l'hirondelle, tu vois, elle est juste à côté. Il a vu des vêtements pendus, un éclairage noir, je ne sais pas quel type d'éclairage ils avaient à l'époque, mais quand tu lis le récit, ça te fout les frissons. Tu vois. Même moi, plongeur, je me disais, non, de bleu, machin, il a vraiment eu les flopettes, tu vois. Alors, je ne sais pas si le type a été traumatisé, terrorisé, mais la description, t'as en tout cas pas l'envie d'aller voir ce qui se passe. Un pied qui a plongé pratiquement 2-3 mois après que l'hirondelle a glissé.
si on voulait, techniquement, si on avait de l'argent, on pourrait la renflouer, la sortir de l'eau, cette hirondelle. Alors techniquement, ce serait possible. La nettoyer, passer des câbles dessous, la ressortir. Mais je crois franchement qu'il vaut mieux laisser le rêve où il est, c'est-à-dire au fond du lac. Est-ce que tu es amoureux de ton hirondelle? On peut voir les choses comme ça. Je crois que je suis amoureux de ce bateau, effectivement. Et qu'y a-t-il de plus beau, être amoureux d'une hirondelle? C'est le rêve à l'état pur, en fait. Je crus à une vision infernale. J'entrevis la forme blanche du cygne, tranchant sur l'obscurité de la nuit, se précipiter furieusement contre l'avant du Rhône. Le choc inévitable ne se fit pas attendre. Le craquement qui en résulta fut sinistre et significatif. Dès l'instant, je compris que le Rhône était condamné. Des cris inarticulés, des cris désespérés, cris d'angoisse et de terreur, partaient du pont, poussés par des voix féminines. Puis, l'eau s'engouffra dans les machines. Les cris cessèrent. Ce fut un instant d'angoisse inexprimable. Ce drame avait duré 5 minutes à peine. Au total, on déplore 14 victimes, dont la mère et la sœur du capitaine, le pilote, 2 mécaniciens, une marchande de châtaignes, 2 marchands de beurre, un inconnu et une jeune femme qui effectuait son voyage de noces. C'était en 1883 et 2 bateaux de type de la CGN d'aujourd'hui, le Rhône et le Cygne, sont entrés en collision. C'était le soir, en novembre, il faisait nuit et le Rhône a été éperonné par le Cygne du côté gauche à l'avant, ce qui a fait que quelques minutes après que le Cygne se soit retiré du trou qu'il avait produit, le Rhône a coulé avec une douzaine de passagers. Là, on est bon maintenant avec l'alignement du bâtiment et de l'arbre. Alors ici, le fond se dessine, ce qui nous permet de dire aux 2 échosondeurs qu'on est sur le Rhône. Ce qui fait que maintenant, on va mettre la caméra à l'eau et puis descendre pour aller le voir avec la caméra. Ralenti. Je vais reprendre au vertical un moment sur celui-ci. Juste pour s'assurer. Une catastrophe pareille, j'ai jamais... Et tu estimes ta visibilité à combien, là? Moins d'1 mètre. Moins d'1 mètre.
Là, il y a quelque chose. Ah oui, voilà l'étrave, je pense. Oui, voilà l'étrave. Voilà la figure de proue. On est pratiquement sur... On est sur bâbord. On est sur bâbord, oui. Ouais, c'était bien ça, on était sur la pointe. Et puis, c'est tellement nul que... Moins d'un mètre à 300 mètres de fond, hein, c'est pas simple. Non, puis c'est pas facile pour les nerfs. Voilà le Rhône, une fois comme il naviguait avant l'accident. Et voilà, si la visibilité avait été bonne, comment on aurait dû le voir aujourd'hui à 300 mètres de profondeur. Mais cette vision totale, on ne peut pas la voir en fait, c'est une vision d'ordinateur ça. La vision totale est impossible. En fait, mon frère a mis ces images dans un ordinateur et puis après, avec les 20 ou 25 fois où on est allé, on a corrigé jusqu'à ce que le dessin devienne la vérité pratiquement exacte. Et en fait, c'est grâce à un peu à ces images fantômes que Jacques Picard et son sous-marin ont pu aller faire de très bonnes images. C'est grâce à tes indications, en fait. Ah oui, mais le jour où on est descendu avec Picard, l'eau était parfaite. On voyait à 6-8 mètres sans problème. Et aussi bien nous, ici, avec cette caméra, avions une bonne visibilité. On voyait bien le sous-marin. Le sous-marin a vu des portions du Rhône de l'ordre de 10 mètres. Pourquoi cette chasse au trésor? Pourquoi rechercher ces épaves? Eh bien, pour ce qui est du Rhône, parce que comme il a coulé il y a plus de 100 ans, il était tombé dans l'oubli, je me suis dit qu'on pourrait, à travers les images qui seraient enfin diffusées, parler du Rhône, parler de ce bateau qui se trouve là, posé au fond, par 300 mètres de profondeur. C'est une manière de le faire revivre.